Amis internautes, chers téléspectatrices et téléspectateurs, bonjour et bienvenue sur votre hebdomadaire sportif Prime News Sport. Aujourd'hui, nous allons parler de la participation des aventures des différents clubs béninois dans les compétitions continentales de la CAF et qui ont connu diverses fortunes. Notre invité nous expliquera pourquoi, selon lui, le Barça, depuis quelques années, peine à enregistrer ses nouveaux recrues auprès de la Ligue espagnole de football. Et enfin, il analysera avec nous l'adaptation lente et inquiétante de Kylian Mbappé dans le système offensif du Real Madrid. Il n'est plus à présenter notre invité Blaise Adampo. Bonjour. Bonjour, chers confrères, bonjour à toutes, bonjour à tous. D'accord, merci cher invité. Dadia FC recevait ce samedi 24 août à Cotonou le club de El Kanemi Warriors, les guerriers de El Kanemi, après un match nul d'un but partout au match aller sur leurs propres installations au Nigeria. Ici à Cotonou, dès la 32e minute, les locaux obtiennent un penalty converti par Blaise Salissi. 6 minutes plus tard, stupéfaction, les visiteurs, par l'entremise de Clement Natum, égalisent. 80 minutes passées, on imaginait déjà les deux équipes inséparables au terme du temps réglementaire quand le beau diable de Blaise Salassi double la mise à la 81e minute, arrachant ainsi la qualification de son équipe au terme du temps réglementaire. Alors, Blaise, dites-moi, cette qualification au deuxième tour de la Coupe CAF de d'Adjer FC est-elle une surprise? Déjà, ce qu'il faut déjà saluer, c'est que c'est une qualification historique pour l'équipe de Dadje FC, le club du Koufou, pour une première participation. Vous réussissez, vous qui n'étiez pas forcément favori de cette rencontre, hein, face au El Kanemi Warriors du Nigeria. Dadje ne partait pas favori et donc Dadje qui a joué sur ses atouts pour pouvoir être donc au second tour de cette compétition. Pour moi, c'est déjà historique ce que fait le club. Après, le club va croiser voilà, une équipe Un peu plus plus lourde relevé, et un peu plus d'un d'un niveau niveau un peu relevé. plus relevé, notamment la renaissance sportive de Berkane. Donc, il y a du lourd qui arrive pour le club. Et quand vous voulez forcément aller à un moment en phase de poule, c'est qu'il faudrait battre certaines équipes. Équipe. Après, ils ne sont pas favoris face à la Renaissance sportive de Berkane. Ça, Comme c'est il l'était même pas d'ailleurs face à El El Kanemi. Kanemi Warriors. Et donc, c'est à eux de pouvoir jouer le va-tout. Après, c'est que on va contextualiser la manche aller, la manche retour de cette rencontre face à El Kanemi Warriors. La première chose, c'est que l'équipe a voyagé du côté du Nigeria en allant arracher quand même un match. Pas en allant arracher un match, en faisant En véritablement. allant se faire surprendre parce qu'ils étaient les premiers à marquer et à la Non, je ne dernière dirais même minute. pas surprendre, je dirais plutôt en allant tenir en échec En échec, oui, l'adversaire l'adversaire sur ses propres installations. du côté du Nigeria. Et après, ça n'a été que confirmation ici du côté de Cotonou lors de la manche retour. D'autant plus que lors de la manche aller, c'est l'équipe de Dadje qui a marqué en premier et qui, voilà, sur une erreur de concentration, parce que dans ce genre de match, il faut être concentré du Jusqu'au début bout. jusqu'à la fin. Une erreur de concentration, l'équipe encaisse dans le temps additionnel. Mais lors de la manche retour, on a vu un très beau visage de Dadje. Dadje qui arrivait à poser le ballon, Dadje qui arrivait à véritablement se Faire le jeu. procurer des occasions, à faire le jeu, à se procurer des occasions face donc aux Nigérians d'El Kanemi Warriors. Mais ce que moi j'ai globalement retenu dans cette manche retour, c'est que vous avez une équipe de Dadje qui, avec seulement 13 joueurs de champ, 3 gardiens, ça faisait 16 joueurs au total, ont quand même réussi à faire mal donc à À l'adversaire. l'adversaire. Et celui-là qui a quand même été l'atout, le maître à jouer de De cette l'équipe, équipe. il a marqué 3 buts lors de cette double confrontation. Selassie, qui a montré quand même de belles choses, hein. À lui seul, il arrivait à contenir la défense Adversaire. d'El Kanemi Warriors. Et donc, il a été véritablement très important dans ce groupe. Mais moi, comme le coach ivoirien de cette équipe, Yaya Kone, l'a dit, le mérite revient notamment à tous ceux-là qui étaient en train de travailler à ce qu'on puisse voir aujourd'hui Dadje
être à ce niveau, produit du très bon contenu dans le jeu. Je veux parler de Roturo, le DS qui était là et qui est parti ensuite et qui est aujourd'hui du côté de l'AS Vita Club. Il a laissé l'héritage notamment à Patrick Agbeinou, qui lui, on l'avait déjà vu avec Real Sport de Parakou. Aujourd'hui, il est avec l'équipe de Dadje, a fait également de bonnes choses. Et le coach Yaya Kone, qui a pris les rênes de l'équipe il n'y a pas longtemps, quelques jours donc, avant donc, la rencontre de la Manche Aller, a pris les rênes de l'équipe. Là, lui a notamment rendu hommage et a reconnu que c'est le travail qui était déjà fait. Il s'est juste basé sur ce travail-là pour pouvoir mobiliser et motiver notamment les poulains pour pouvoir aller arracher cette qualification. Et dans le scénario de la qualification, c'est qu'on était presque déjà à un match nul comme à l'aller jusqu'à cette 82e minute. Et toujours Selassie qui a été vraiment intelligent. Il a juste mis cette tête, il a effleuré cette tête parce qu'il aurait pu mettre la tête en puissance que cette balle serait passée à côté ou au-dessus de la balle. Mais c'est aussi ça l'intelligence du gardien, je dis de l'attaquant, l'intelligence dans le jeu. Et quand vous voyez cette équipe de Dadje jouer, c'est qu'elle a compté sur ses âmes, elle sait qu'elle n'a pas assez de moyens, elle sait qu'elle peut compter sur la mentalité. La preuve, c'est que lors de la rencontre, lors du match de Dadje, le stade n'était pas plein, comme lorsque l'équipe de Coton jouait pour toujours le premier tour préliminaire de la Ligue des Champions. Alors, le 13 septembre prochain, les poulains du coach Yaya Kone affronteront donc la Renaissance sportive de Berkane, un club marocain. Pour celui qui connaît le professionnalisme des clubs d'Afrique du Nord, leur suprématie sur les clubs subsahariens, peut-on dire que Dadje n'a rien à craindre et peut crânement jouer sa chance face aux Marocains? Mais déjà, une certitude, hein. Moi je dis que Dadje a réussi sa compétition. Le reste, ce n'est que du bonus. D'autant plus que vous arrivez au second tour, vous ne serez pas favori. Et moi, j'ai vu des clubs s'imposer comme Remo Star, s'imposer face à l'Asphalt Club du Maroc toujours. Et donc, Dadje peut jouer toujours sur ses atouts et quand même déjà s'imposer à domicile. Parce que le plus important dans ce genre de rencontre, c'est déjà de faire douter l'adversaire dans un premier temps. Et Dadje a réussi ce coup en allant faire match nul à l'extérieur. Mais cette fois-ci, je crois bien évidemment que le match allait ici à Cotonou. Et donc en septembre prochain, même si... il faut le rappeler, hein, le stade de l'amitié n'est plus homologué et puis ils n'auront plus... comment on va dire, cette faveur qu'on leur a fait pour recevoir El Kanemi. Ils iront jouer où? En Côte d'Ivoire, de toute façon, lors du premier tour, la CAF n'avait pas également homologué le stade général Mathieu Kérékou. Les clubs béninois ont donc écrit pour avoir une dérogation pour pouvoir jouer dans ce stade. Et donc, il y avait un certain nombre de places limitées pour véritablement la présence donc, des supporters. Et je crois qu'on va encore en arriver là, hein, si Dadje met en place donc, le mécanisme pour pouvoir écrire à la CAF et prouver véritablement que les matchs peuvent se jouer et donner toutes les garanties en matière de sécurité et pour pouvoir jouer donc, dans ce stade. Ce n'est pas impossible, ça se fait, c'est d'ailleurs ça qui s'est fait lors du premier tour préliminaire. Si Dadje ne joue pas là, Dadje peut jouer également du côté de Lomé au stade de Kégué. Je crois bien évidemment que lors du premier tour, il y avait véritablement des discussions avancées avec la partie togolaise pour pouvoir jouer le match sur les installations du stade de Kégué. Mais là, on n'a plus joué le match là, donc il y a forcément aussi... il y a déjà eu une première fois, pourquoi pas une deuxième fois pour l'équipe de Dadje pour jouer à domicile ici au stade général Mathieu Kérékou. De toute façon, une fois que Dadje va jouer à domicile, c'est le seul représentant béninois encore dans les compétitions CAF. Et donc, moi, je crois que on doit quand même pousser à bout ce seul représentant béninois. On a vu Esaü dans ce même pays pouvoir sortir de poule. Et c'est donc le dernier tour pour pouvoir passer en phase de poule. Si Dadje est arrivé à créer l'exploit, on pourra quand même applaudir cette équipe de Dadje. Mais je crois
que quand même vous ne partez pas favori dans ce match. Il faut déjà jouer votre va-tout à domicile, essayer de véritablement faire douter l'adversaire et ensuite lors de la manche retour, essayer de faire douter plus l'adversaire. Quand je parle donc de l'équipe de Dadje sur l'ensemble de la double confrontation face à El Kanemi Warriors, c'est que si Dadje n'avait pas fait douter El Kanemi Warriors du côté du Nigeria, l'équipe de Dadje, l'équipe de Nigeria n'allait venir au Bénin ici dans la peau quand même d'un véritable conquérant. Mais quand vous recevez un petit coup quand même sur la tête qui vous fait douter, c'est que lors de la manche retour, vous préparez mieux davantage. Et dans ce cas, l'équipe adverse en face, notamment Dadje, peut avoir la latitude de pouvoir développer son jeu. Après Dadje, nous allons parler de Coton Sport. Coton Sport qui ne goûtera pas une fois encore, pour une troisième fois consécutive, les délices d'un deuxième tour de la Champions League de la CAF. Vu les critiques et les sentiments contrastés de leurs inconditionnels qui continuent toujours sur la toile, peut-on dire que ce fut l'échec de trop pour Coton Sport? Alors, est-ce que c'est l'échec de trop ou est-ce que c'est, je ne vais pas parler d'une mauvaise préparation, c'est la mentalité de la compétition africaine qui manque à cette équipe de Coton. Une compétition africaine, c'est 90 minutes. Et quand vous jouez une première partie, c'est que vous pouvez perdre déjà le match. Et sur l'ensemble de la manche de la double confrontation face à l'AS Douanes du Burkina Faso, on sait déjà que la pelouse, l'état de la pelouse lors de la manche aller n'a pas permis aux deux équipes de pouvoir véritablement s'exprimer. Mais de l'autre côté, c'est que vous avez des joueurs, comme je le disais bien évidemment il y a quelques jours, des joueurs plus techniques du côté de l'équipe de l'AS Douanes de Burkina Faso. Et même si cette équipe de l'AS Douanes de Burkina Faso, gardée par l'ancien sélectionneur de Burkina Faso, Kamou Malo, a perdu 16 joueurs de son effectif au terme de la saison, il a su reconstituer un groupe et il a parlé de... Il a évoqué un aspect après la rencontre, que c'était très important la discipline tactique. Et c'est ça qui a véritablement manqué à l'équipe de Coton lors de ce match retour. Vous voulez dire qu'ils n'ont pas respecté les consignes de l'arbitre? Les consignes du coach. Pardon, du coach? Oui, peut-être que le message du coach n'est pas bien passé. Peut-être que le coach n'a pas véhiculé ce message à ses joueurs. Ça n'a pas été bien assimilé. Non, est-ce que je vais pas parler d'assimiler. Est-ce que le coach il a réussi? Parce que on a une équipe qui nous a présenté un mauvais visage en première partie et qui nous a présenté un très bon visage en seconde partie. Une compétition CAF, c'est 90 minutes. Si vous jouez une première partie, vous ratez votre première partie, c'est que vous aviez peut-être raté votre match. Et c'est ce qui s'est passé pour l'équipe de Coton face à l'AS Douanes. L'équipe de Coton a raté sa première partie. Le coach, heureusement qu'il y avait 7 mi-temps pour pouvoir repasser son message aux joueurs et faire des remplacements pour apporter des solutions. Et ce sont les remplacements qui ont notamment permis à cette équipe de Coton de véritablement dominer l'AS Douanes du Burkina. Malheureusement, c'est que lors de la manche aller, cette équipe de Coton n'a pas fait douter l'AS Douanes du Burkina Faso. Le match s'est joué du côté du Mali. Et à la fin, c'est que le score repart de 0-0. Un 0-0 qui était vraiment piégeux parce que quand l'adversaire marque un but, c'est que vous êtes obligé d'en marquer deux. Et donc, pour se qualifier. Et surtout dans ce genre de match où vous encaissez en premier, c'est très difficile de revenir comme ça au score. Ils ont marqué un but vraiment tardif, le but égalisateur un peu plus tardif. Voilà, dans le temps additionnel, quelques secondes après l'arbitre siffle la fin du match. Mais je crois qu'il faut tirer les leçons donc de cette troisième élimination pour Coton. Si cette équipe n'arrive pas à franchir le palier qu'il faut, c'est qu'on va commencer forcément à se poser des problèmes sur l'encadrement technique, quel est le message véhiculé par le coach, qu'est-ce qui se passe véritablement pour que cette équipe n'arrive pas à franchir un palier. Parce que vous êtes champion, ça voudra dire que vous êtes l'équipe la plus représentative de votre championnat sur le continent. Et si vous n'arrivez pas à passer, ça voudra dire qu'il y a un problème. Soit c'est un problème de coaching. Si c'est un problème de coaching, on s'assoit avec le coach et on lui demande, on l'évalue. On l'évalue
un coach qui fait quand même 3 ans et qui n'arrive pas à passer 3 fois successivement le premier tour, mais qui chaque fois est champion du Bénin, on ne va pas s'asseoir simplement sur le titre de champion, sur le titre de champion du Bénin. Bien évidemment. L'objectif, c'est que vous arrivez à faire passer cette équipe, à faire franchir cette équipe à un palier. On parlait bien évidemment de l'ASEC Mimosa qui était vraiment un cran au-dessus de l'équipe de Coton. Cette fois-ci, c'est l'AS Douane de Burkina Faso qui est également un dessus au cran de l'équipe de Coton. Mais malheureusement pour moi, c'est que les dirigeants de Coton doivent véritablement voir quelle est la solution. On ne va pas forcément tout de suite s'en prendre au coach Victor Zunga. Lui, il a peut-être essayé de faire passer son message. Maintenant, le contexte africain, il est tout différent. Le football africain, il est tout différent. Et ceux qui réussissent à remporter des trophées avec leur club sur le continent africain et ceux qui réussissent à remporter des matchs avec les clubs sur le continent africain, c'est de vrais connaisseurs de football africain. Ils savent comment ça marche, ils savent comment marche la mentalité africaine dans ce genre de rencontre. Malheureusement pour moi, pour l'instant, Victor Zvonka, ça lui manque ce petit gris-gris sur le football africain. Sa connaissance du football cette africain. petite connaissance de la gestion donc de cette double confrontation, ça lui manque. Peut-être que la 4e année sera la bonne si Coton finit bien évidemment champion du Bénin. D'accord. Alors, nous allons finir sur le plan national avec les Amazones. Les Amazones qui ont perdu une bataille, les filles du terroir, comme l'indique leur nom. La Inonvi FC ont dû céder leur terroir aux reines de Edo. Les Edo Queens ont donné une leçon aux valeureuses et vaillantes Ainovi FC en finale, score 3-0. Que peut-on retenir globalement de la participation de ces Amazones au tournoi qualificatif de la Ligue des champions féminines de la zone B de l'Afrique de l'Ouest? En général, qu'est-ce qu'on peut retenir de la participation de cette équipe? Très très belle prestation, moi, à mon avis, de l'équipe d'Ainovi. On a eu l'équipe d'Espoir qui était, je crois, en demi-finale, mais éliminée, c'était du côté, je ne sais plus trop, mais qui était la première équipe à participer à ce genre de tournoi qualificatif pour la Ligue des Champions. C'était Espoir qui était en demi-finale, après qui a fini 4e. L'année qui a suivi, on a vu l'équipe de Samneli qui était, ouais, je crois, c'est l'équipe d'Espoir, c'était toujours en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire du côté du stade Félix Houphouët-Boigny où les matchs se sont joués à Trècheville et également au stade Félix Houphouët-Boigny. Mais Espoir a fini 4e. On a après Samneli qui a également représenté le Bénin, qui s'est également arrêté en demi-finale. On a ensuite l'équipe d'Ainovi qui est passée donc l'étape des demi-finales, qui a passé donc l'étape des demi-finales et qui s'est retrouvé en finale. Moi, je crois que c'est déjà très bien pour le football féminin. C'est très bien également. C'est un exploit et c'est rentré oui, dans l'histoire. C'est déjà dans l'histoire. Et c'est également une très bonne prestation pour moi de l'équipe d'Ainovi. C'est 4 matchs, 3 victoires. Et des victoires où elles sont allées véritablement chercher des victoires face à l'équipe de l'Inter d'Abidjan lors de l'ouverture de la compétition. Battre l'équipe ivoirienne qui était donc à domicile, les battre alors que l'équipe ivoirienne menait un but à 0, c'est déjà une très belle chose. Ensuite, battre l'équipe togolaise d'AS Koza, c'est également très bien. Ensuite, en demi-finale, vous tombez sur AO Étincelle de Burkina Faso, où vous arrivez à les contenir et à marquer ce but à la 82e ou 83e minute, but de Yasminat Djibril. Je crois que, et ensuite en finale, vous n'avez rien à perdre, d'autant que le Bénin et le Nigeria, fait la comparaison entre le Bénin et le Nigeria, même le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire en matière de football féminin. Le Bénin se retrouve véritablement très loin de ces équipes. Aujourd'hui, si le Bénin arrive déjà à battre ce club du Burkina, à battre ce club de la Côte d'Ivoire, à battre ce club du Togo, ça voudra dire qu'il y a quelque chose qui est en train de marcher dans ce football féminin. La preuve, c'est qu'il y a beaucoup de joueuses qui arrivent à s'exporter à l'international. Quand on parle de transfert, ce n'est pas aujourd'hui seulement les hommes. Il y a également les femmes qui sont en Europe, mais également
en Afrique du Nord. Donc pour moi, Ainovi a réussi un très beau parcours dans la compétition. Après, si Ainovi a réussi ce pari, c'est que il y a eu derrière un véritable travail qui s'est donc fait. C'est sur cette base qu'il faut y aller déjà pour la saison prochaine. Peut-être que à la fin de la saison qui va 2024-2025 qui va donc démarrer pour le football féminin, si Ainovi finissait encore bien évidemment champion du Bénin au thème de la saison, c'est que Ainovi va encore représenter le Bénin toujours pour le tournoi qualificatif. Et cette fois-ci, ce qui a véritablement créé des problèmes peut devenir désormais une force pour cette équipe d'Ainovi qui, pour moi, fait de belles choses dans ce championnat. De toute façon, ce n'est pas Ainovi seul qui fait de belles choses dans le championnat féminin. Il y a également d'autres équipes, il y a également d'autres joueuses qui font de très très belles choses. Par le passé, ce championnat féminin, quand vous suivez les matchs, c'est des scores fleuves 6-0, ou bien vous avez même des scores de 13-0, oui, 13-1. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Quand ça veut jouer un match entre deux clubs féminins, c'est que certaines fois, vous arrivez à avoir un match nul, 0-0, où vous arrivez à avoir des matchs remportés sur des scores étriqués de 1 avec du beau jeu. Avec du très beau jeu. Donc, à la fin, moi, je crois que il faut davantage de compétition à ces filles. Il faut les mettre en jambes, les faire jouer régulièrement, hein, parce que après, c'est une affaire de rythme. Comment est-ce que vous arrivez à enchaîner les matchs, comment vous abordez les matchs. Et c'est également ça la gestion donc d'une joueuse, surtout qu'elles sont pour l'instant le championnat féminin est au niveau amateur. Et pour moi, c'est que si on arrive à le faire enchaîner des compétitions, à part le championnat, pourquoi ne pas avoir également la Coupe du Bénin pour faire jouer donc ces différents clubs. Ce serait de toute façon bénéfique pour les différents clubs, masculins comme féminins, mais notamment féminins parce que les dames n'ont pas beaucoup de matchs qu'elles jouent dans la saison comparativement aux hommes. Et pour moi, ça va vraiment être un gros bénéfice pour nos filles. D'accord. Nous allons maintenant traverser la Manche et nous retrouver du côté de l'Espagne. Depuis quelques années, le FC Barcelone nous habitue à une situation ubuesque qui consiste à faire languir d'impatience ces recrues un bon moment avant de les enregistrer. Qu'est-ce qui explique cette galère de ce grand club à en venir jusqu'à cette situation? Déjà, il ne faudrait pas oublier que le FC Barcelone, c'est un club dont le financement, qui est financé par les socios. Pas les socios, les supporters. Voilà, pas des socios. Et donc, ce sont les socios qui gèrent donc, je vais dire, qui participent au financement donc, du club. C'est un club qui a donc cette façon de gérer. Et donc, ça n'amène pas forcément un richissime homme d'affaires à prendre en charge, à pouvoir payer le club et à pouvoir faire des investissements. Il y a déjà ce règlement-là qui permet et qui peut-être a marché jusqu'à une période donnée. Oui, mais le Real et l'Atlético Bilbao sont également deux autres clubs qui ont toujours le même statut. Oui, mais pas plus que le FC Barcelone. C'est ça, au fait, le véritable problème. Pour le FC Barcelone, va au-delà. Maintenant, ce qui a peut-être pénalisé, et aujourd'hui, le FC Barcelone n'est pas le seul club dans la difficulté. Aujourd'hui, il y a la règle du fair play financier qui est en train de véritablement faire mal au FC Barcelone parce qu'il y a eu la Covid qui a pris par là et qui a complètement détruit les finances des différents clubs. Il y a beaucoup de clubs qui sont en difficulté, endettés, comme on le dit. Quand on parle du FC Barcelone, c'est parce que c'est aujourd'hui le FC Barcelone. Il y a d'autres clubs. On parlait récemment de Bordeaux qui avait des problèmes et qui est obligé de retourner en national. Mais quand on est également un grand club, on arrive à trouver les solutions. Et aujourd'hui, le FC Barcelone arrive à trouver les solutions. Il y a eu cette période où il fallait libérer des joueurs, peut-être libérer des joueurs à travers les transferts en recevant des sous, mais il y a des joueurs qui sont partis assez gratuitement. Et donc, c'est peut-être tout ça qui a fait que les départs
n'ont pas permis de renflouer les caisses, donc, du club. Mais je crois que c'est un problème qui va forcément finir par se régler. Je crois que tous les clubs également, tous les grands clubs, ont toujours à un moment ce petit problème de finances. Il ne suffit pas seulement de remporter des trophées, hein, parce que si c'est seulement remporter des trophées pour pouvoir régler ces problèmes, ce n'est pas seulement ça. Il y a le côté sportif, mais il y a également le côté il y a également le marketing, il y a l'économie, et donc il faut vendre des maillots. Si c'est que ce n'est que ça, pour inscrire les joueurs. Inscrire les joueurs, c'est qu'il y a un règlement qu'il faut respecter, oui. Et de toute façon, ces joueurs finiront par être inscrits et pouvoir jouer dans le championnat. C'est parce que les joueurs également qui viennent dans le club ont une garantie qu'ils vont pouvoir jouer, qu'ils vont pouvoir fouler la pelouse, qu'ils viennent quand même signer dans ce club. Et donc, le FC Barcelone, le Real Madrid, le Bayern sont aujourd'hui, sont depuis des clubs qui sont devenus une marque, qui se vendent. Quand on parle de ces clubs aujourd'hui, des investisseurs viennent. C'est complètement différent du système du Paris Saint-Germain, de Manchester City, de Newcastle, oui, qui peuvent aller chercher des investisseurs saoudiens un peu dans les pays du Golfe pour pouvoir financer, ceux-là qui sont à la tête, pour pouvoir financer le club. Si ce n'est que ça, Barcelone, le Real peuvent aller chercher des investissements. Mais le système, le mécanisme de ces clubs ne permet pas d'amener des investisseurs comme ça, parce qu'à un moment, l'investisseur peut se croire être le roi, il peut vouloir tout maîtriser, alors que dans ces clubs, c'est bien structuré. C'est bien structuré. On ne prend pas les décisions n'importe comment avant de sortir n'importe quel sou. Il faut passer par là. Et c'est ça également qui fait la force des grands clubs, où on ne laisse pas une seule personne gérer. Donc le club. Il y a une véritable équipe qui est là. Il n'y a pas un seul investisseur. Comme on le voit ici au Bénin aujourd'hui, ce sont les sociétés sportives, où donc même quand le président veut sortir un copec donc des caisses du club, il est obligé de passer donc par la case de la société. La case de la société. C'est ça qui fait véritablement développer le club, et je crois que les problèmes financiers seront réglés certainement quand il y aura également un gros sponsor pour le club. Je crois bien évidemment que quand je parle de gros sponsors, Nike aujourd'hui est en train de revenir et a revu son offre. Parce que l'offre entre-temps, avec le FC Barcelone, Barcelone a révisé, je vais dire, le contrat avec Nike. Aujourd'hui, Nike va investir de l'argent. Et c'est ça qui fait également la force des grands clubs. Vous avez un contrat au départ signé peut-être par une ancienne direction. Vous revenez, vous voyez que ce n'était pas un bon contrat. En assemblée générale, vous décidez de reprendre tout à zéro. Le partenaire, il est obligé de vous suivre parce que vous êtes une grande marque. Si Barcelone laissait Nike, c'est que derrière, il y avait également d'autres grosses propositions qui venaient. Et donc, après, c'est une question d'image. Même coulé, il y a des clubs qui peuvent attirer des investisseurs. Et je crois que c'est des choses qui vont forcément se régler très certainement. Est-ce que vous ne pensez pas que la gestion calamiteuse et décriée de l'ancien président Bartomeu en est pour quelque chose? Après, on sait que Laporte a hérité d'une dette abyssale. Et c'est pas ça qui suit le club jusqu'à aujourd'hui? Oui, il y a eu mauvaise gestion à un moment. Vous savez, il y a eu Lionel Messi qui est passé par là. Il y a également Neymar. Mais je crois que le déclic, c'est déjà le transfert de Neymar. Le départ forcé de Neymar vers le Paris Saint-Germain, parce que le PSG avait assez de moyens et a donc pris Neymar, et avec 220 millions d'euros. Ça a été peut-être là le déclic, et ensuite, même s'ils ont pris ces sous, ils n'ont pas su gérer véritablement. Tous ceux qui sont venus après Neymar, que ce soit Dembélé, oui, Coutinho, en plus, c'est des joueurs qui n'ont pas apporté grand chose, mais qui ont été surévalués, moi, à mon avis. Et c'est ça aujourd'hui les transferts, surévalués, avec beaucoup d'argent qui veulent prendre derrière des commissions. Je crois que aujourd'hui, quoi qu'on dise, c'est que le club essaie de trouver toujours des solutions. Bartomeu est parti, Laporta est là. Donc, à un moment, le club il a changé de dirigeant, et les gens
ont compris que l'ancien président Bartomeu n'avait pas bien géré, qu'il fallait un autre président pour amener de nouvelles solutions. Pour l'instant, on est en train de voir, on observe, on ne pourra pas se tenir seulement à ce qu'écrivent donc les journaux, parce que aussi, pour moi, la plupart des journaux sportifs du côté de l'Espagne sont dans le sensationnel. Ils écrivent pour vendre. On écrit pour vendre, on écrit pour notamment chercher de l'argent, on écrit notamment pour que les internautes puissent lire à longueur de journée. Donc, à la fin, il faut forcément attendre. Le mercato va finir dans quelques jours seulement. Est-ce qu'il y aura encore des transferts du côté du FC Barcelone? Mais de toute façon, c'est qu'il y a un nouveau coach. Et malgré les problèmes extrasportifs dont on parle, tous les problèmes autour du club, c'est que voilà, les championnats ont démarré. Le club est à deux victoires pour l'instant, 2 matchs, 2 victoires. Il y a un 3e match qui sera joué ce mardi 27 août face au Rayo Vallecano. Oui. Il faut le préciser, hein, le joueur tant attendu, Dani Olmo, a été enregistré. Il a bénéficié, on peut dire, hein, de, comment ils appellent ça, le forfait. Le forfait médical de Christensen pour être enregistré, du moins jusqu'en décembre, tout au moins. Et nous allons parler de leur adversaire, le Real Madrid, qui est économiquement au top, mais sportivement, il y a un grain qui est rentré dans l'engrenage. Mbappé, qui était vu dès son arrivée comme un élément catalyseur de l'attaque du Real Madrid, je le précise, hein, cette attaque qui était déjà au top et effrayante, mais force est de constater que son adaptation et son intégration peinent à convaincre. Carlo Ancelotti est passé d'un 4-4-2 qui avait fait la force du Real Madrid à un 4-3-3 pour intégrer le prince bondinois. Problème, l'attaque est improductif et amorphe malgré toutes les volontés et déterminations, hein, de ces 3 joueurs. Je vais parler de Vinicius, de Mbappé et de Rodrigo. Dites-nous, hein, doit-on déjà appeler le docteur ou bien c'est juste un problème de temps pour l'adaptation du prince tant attendu? Moi, je crois que, à mon avis, les automatismes vont finir par arriver. Même pas tout de suite parce que déjà, Kylian Mbappé, c'est un joueur qui aime prendre la profondeur, qui aime partir de loin pour véritablement prendre la profondeur et ensuite avoir l'espace aussi. Avoir l'espace, se retrouver en milieu et puis peut-être frapper. Malheureusement, avec le Real, il est mis à un poste où il est obligé de s'adapter. Parce que sur le côté, sur l'aile gauche, il pense qu'il va pouvoir jouer. Il y a Vinicius qui est déjà là. À moins le meilleur à ce poste au monde. Hein. Aujourd'hui, c'est le meilleur à ce poste parce que c'est le meilleur lié gauche qu'il y a aujourd'hui dans le monde, le joueur le plus dangereux aujourd'hui sur son côté. Et donc, on ne peut pas déplacer déjà ce joueur pour le mettre dans l'as pour faire jouer Kylian Mbappé. De toute façon, Kylian avait joué dans l'as au Paris Saint-Germain. Oui, il a joué quelques matchs. Il a joué quelques matchs. Et le championnat espagnol, c'est pas le championnat français. Le même Kylian Mbappé, peut-être avec le PSG, ça va marcher. Et aujourd'hui, faudrait pas également qu'on oublie un aspect. Oui, il est venu à un moment où le club Carlo Ancelotti et le club avaient déjà tout le système était déjà bien huilé. Et donc, c'est à lui de s'adapter. Tous les joueurs qui sont au Real aujourd'hui ont remporté la Ligue des Champions. C'est lui qui vient s'adapter. Tous ceux-là sont déjà des stars par rapport à la Ligue des Champions avant lui. Et donc, lui, il vient dans un groupe où l'objectif pour lui, c'est d'aller remporter la Ligue des Champions. D'autres joueurs peuvent faire le travail à sa place, comme il peut lui également véritablement participer au travail. Mais une chose est sûre et certaine, c'est que il va falloir pour Carlo Ancelotti faire un choix.
il va falloir pour Carlo Ancelotti faire un choix parce que vous avez en attaque Vinicius, Mbappé, Rodrigo, avec Bellingham qui vient également s'ajouter certaines fois en attaque. Et pour moi, à un moment, il faudrait peut-être pour Revenir à un Carlo. 4-4-2, par exemple, et mettre Rodrigo à la touche. Après est-ce qu'il est obligé de revenir à un 4-4-2? Le système, c'est de trouver forcément ou une formule, passer en 4-2-3-1 avec peut-être Mbappé seul en En attaque, en attaque, avant-centre et permettre à Vinicius et Rodrigo d'aller véritablement sur les sur les côtés. ailes. Après, il peut avoir des blessures qui vont lui permettre de véritablement repasser sur le côté ou de pouvoir véritablement s'exprimer. Tout dépendra de comment est-ce qu'il arrive à vite s'adapter. Même pour moi, je crois que Rodrigo a également montré de belles choses en étant avant-centré. Donc pour Hmm. moi, on peut essayer à certains moments de mettre Kylian Mbappé sur Droit. le côté droit, de temps en temps permuter avec Vinicius et permettre à Rodrigo d'être l'avant-centre de cette équipe. De toute façon, c'est lui-même qui, pour moi, à un moment, Hmm. a Sa raté son préparation. vol. Non, a raté son vol Son vol. pour Au venir au Real Real Madrid. parce que Si, si. au moment où le Real avait besoin de lui, il Il n'est pas faisait sa venu. belle. Il était là à jouer à la Sa belle belle. femme. Il prenait tout son temps. Après, les autres l'ont laissé et On construit ont quelque construit chose. quelque chose. Et lui, il est obligé de venir se mettre donc dedans. Et à un moment, ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. Au cas où ça ne marchait pas, ce sera véritablement très difficile pour lui. Mais à son arrivée déjà, Bellingham n'avait pas eu besoin d'un temps pour s'adapter. Bellingham est tout de suite rentré dans les rangs et puis on a vu, c'était même lui Ouais, qui était devenu le sauveur du Real oui, Madrid. c'est deux joueurs Mais qui pour un n'évoluent pas au grand même joueur poste. comme Mbappé, C'est deux joueurs qui n'évoluent pas au même poste. si, si, oui, il C'est y a deux ça. joueurs qui n'évoluent pas au Mbappé, même poste. bon, voilà, il y avait, Bellingham était milieu de terrain, mais avec l'adaptation du Oui, 4-4-2, bon, c'est losange où il c'est se plus, retrouvait plus en c'est attaque plus qu'au facile, milieu. c'était plus facile pour Bellingham de jouer véritablement un peu avancé sur le terrain. Mhm. Aujourd'hui, il y a Kylian Mbappé, donc il ne pourra pas trop avancer sur le terrain. Ça risque d'amener un déficit en milieu Au milieu de terrain. et en milieu de terrain, mais également en milieu de terrain, je vais dire, parce que Carlo Ancelotti sera obligé de faire jouer peut-être Federico Valverde Valverde véritablement un peu bas, alors que c'est un joueur qui est également porté vers l'avant. vers l'avant. Vous avez Mhm. Bellingham également porté vers l'avant, Modric également porté vers l'avant. Donc à un moment, il peut y avoir un déséquilibre dans l'équipe et c'est pas très bien. Une équipe qui va marquer beaucoup de buts, mais qui derrière a beaucoup de lacunes défensives, Mhm. c'est pas très bien. L'équilibre, il aura un problème d'équilibre. Donc pour moi, je crois que il faudrait davantage de matchs pour Carlo Ancelotti avec cette équipe, avec Kylian Mbappé dans l'équipe à un moment, pour qu'à un moment, cette équipe puisse Trouver trouver son équilibre. son automatisme, notamment en attaque. Mais les automatismes viendront Tôt ou tard, certainement, mais quand est-ce que ça viendra, personne ne le sait. personne ne sait. Est-ce que ça a marché comme ça face au gros, on ne sait pas, il faudrait attendre forcément les matchs Les pour voir. matchs. Aussi, hein, il faut le dire, l'année passée, pour que l'attaque marche, il faut que le milieu aussi marche. Cette année, nous n'avons plus Tony Kroos, le catalyseur du milieu de terrain, celui-là qui donnait le métronome, j'allais dire, celui qui donnait le tempo. On n'a plus Tony Kroos au milieu et puis il n'y a plus un joueur de son rang pour technique qui puisse donner le là par rapport à l'attaque. Est-ce que cela aussi ne joue pas sur la production, Oui, la productivité de l'attaque cela cette année? je suis tout à fait d'accord avec vous, hein. Je crois que cela également fait partie donc des facteurs, le départ de Tony Toni Kroos, Kroos et bientôt également le départ de Modric Modric, les deux qui étaient vraiment les maîtres à jouer du milieu de terrain. du milieu de terrain de cette équipe. Mais je crois que Carlo Ancelotti va à un moment trouver la solution parce que il a quand même des joueurs capables de jouer ce rôle, Chouameni, Kamavinga qui Kamavinga, mais revient également bientôt. Valverde ou Bellingham. Et donc, est-ce que Bellingham va peut-être Descendre descendre d'un un peu cran. d'un cran?
C'est des solutions qui s'offrent à lui. Donc pour moi, pour l'instant, il est certainement en train de tester, de réfléchir, de voir ce qui est possible. Et il va finir par trouver la solution Carlo Ancelotti pour véritablement faire hurler cette équipe. Pour moi, de toute façon, c'est que on aura un très bon championnat pour le compte de la Liga cette saison, parce que vous avez de l'autre côté l'Atlético Madrid qui s'est véritablement renforcé. Vous avez du côté du Barça un renforcement qui n'est pas peut-être essentiel, mais qui n'est pas moindre. Qui n'est pas des moindres, avec des joueurs également qui sont capables de faire la différence. Mais tout n'est pas terminé, il faut attendre la fin du mercato parce que beaucoup de choses peuvent changer avant donc la fin de ce mois. Chers amis internautes, c'en est donc fini. Et un grand merci à la régie, à la technique. Restez câblés, likez et à la prochaine.